Donc, comment vous est venue l'idée de cet essai un peu au vitriol quand même? En fait, c'est de la colère. Une série de coups de colère qui m'ont pris, et tout au long finalement de l'épisode coronavirus, qui d'ailleurs n'est pas terminé. Et pourquoi vraiment tout d'un coup la connerie m'est apparue de manière abjecte. Jamais je l'avais vue aussi répandue et aussi dangereuse. Et aussi dangereuse pour notre avenir. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez bien derrière vous, vous avez le tableau de mon épouse d'ailleurs à l'endroit. Et si vous regardez l'ouvrage, que je suppose que vous allez acheter, vous verrez qu'il est à l'envers. Donc voilà, c'est un symbole du fait que notre époque est sans dessus-dessous. Vous abordez de nombreux sujets. Alors, il y a le changement climatique, la mondialisation et la domination écrasante du marché, la prédation des réseaux sociaux et des médias sur notre pensée, le recul de la mixité sociale. En quoi sont-ils liés, selon vous, tous ces... En fait, ils participent tous de ce que j'appelle l'ère mauvais du temps. Et ce qui les rassemble, ce qui les relie, c'est ce que j'appelle la fascinante fascination pour le privé, c'est-à-dire une attirance tout à fait excessive et même indéfectible, malgré tous les échecs, une attirance pour le marché, et parfois même plus forte que notre instinct de conservation, s'agissant par exemple de la lutte contre le changement climatique, à laquelle nous ne nous attaquons pas vraiment. C'est tout ce qui nous a conduit à la mondialisation, à la construction de monstres privés qui nous dominent, à l'affaiblissement des États, et finalement à tout un tas d'effets délétères qui vont nous chercher jusqu'au plus proche de nous, que ce soit les réseaux sociaux qui sont incontrôlables, les médias qui sont sans foi ni loi, et même le marché locatif qui est même déréglé lui aussi depuis l'autre bout de la planète. Peut-on, selon vous, se sauver encore du changement climatique? Ah, bonne question. Évidemment, il y a la sobriété énergétique, les bons gestes du quotidien, ils sont nécessaires. Et moi, je pense que les gens y sont tout à fait prêts. Malheureusement, c'est pas du tout suffisant. Et pourtant, nous avons la solution, à mon avis, la solution à portée de main. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'hydrogène. Lui seul va pouvoir remplacer le pétrole et le charbon. C'est pas bien difficile à voir, puisque finalement, pour obtenir de l'hydrogène, on a besoin que d'eau et un peu d'électricité renouvelable. Et ensuite, il faut brûler l'hydrogène, et on obtient là à nouveau de l'eau. Et puis surtout, l'énergie sous forme de chaleur et d'électricité qui va nous sauver. La clé, c'est donc bien notre ingéniosité scientifique, mais tout autant, j'allais dire, notre ingéniosité sociale, notre capacité, finalement, à faire taire nos différences, à nous rassembler face à la gravité de la situation, ce qui est une question d'argent. Et ceci, évidemment, malgré tous les lobbies de toute nature, que ce soit les pays pétroliers, bien sûr, mais aussi les magdas pétroliers, qui sont évidemment peu pressés de perdre leur rente, même si au fond cette attitude est évidemment suicidaire, puisqu'à l'arrivée, il n'y a plus personne. Voilà. Et je pense qu'on est tout à fait capable de le faire, puisqu'on a été capable de le faire pour le coronavirus, et sans doute finalement, en 4 ou 5 ans, à mon avis. Voilà. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que les États n'arrivent pas à s'organiser, d'un côté, ils sont d'ailleurs un peu déliquescents, et donc j'imagine dans le roman que je publie parallèlement, qui s'appelle L'automne sur le Yangtze, qui est un peu le pendant de mon essai, mais sous forme de roman, j'imagine que c'est finalement les forces brutales du privé, notamment les milliardaires du net, notamment la mafia, qui vont sauver la planète. Pourquoi considérez-vous la mixité comme la seconde grande priorité? Pour moi, c'est absolument capital, la mixité, parce que finalement, c'est la clé cachée de la cohésion d'une société. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein. C'est faire cohabiter des gens différents, mais surtout, c'est les faire dialoguer et leur faire partager des projets en commun, par exemple la lutte contre le changement climatique. À mon avis, la mixité est dans un très grand danger,
parce que les réseaux sociaux, notamment, ont créé des communautés artificielles qui finalement nous replient sur nous, nous réduisent le contact direct avec eux. L'exemple que je donne, c'est l'exemple du con qui avant allait au café du commerce, et là, si vous voulez, c'est connu, au bout d'un certain temps, on lui disait de se calmer et de rentrer chez lui. Bon, maintenant, il n'y a plus de café du commerce, donc il se retrouve seul avec son écran, et il se retrouve avec des amis, des soi-disant amis, ses amis des communautés du net, qui finalement lui amplifient sa vision des choses, et la télé, qui, de la même façon, va mettre en avant ce que elle-même appelle des ultra-minoritaires, mais les ultra-minoritaires, ils restent des heures à palabrer à la télé. Quels enseignements tirez-vous de la pandémie? D'abord, bien sûr, la pandémie, ça a été de l'héroïsme et du civisme. Les soignants, les chercheurs, qui finalement ont sauvé l'humanité. Malheureusement, on ne connaît même pas leur nom. On connaît le nom des labos qui n'arrêtent pas de se faire concurrence, mais leur nom à eux, on ne connaît pas. Où est la période où c'était Pasteur qui était la vedette? C'est fini, maintenant c'est les labos. Il y a des choses comme le rôle central de la puissance publique. L'État est revenu en force pour payer nos salaires pendant toute une partie de cet épisode. Et donc il a repris un peu de vigueur, de même d'ailleurs que l'Europe, qui a réussi à s'organiser pour, par exemple, mutualiser la dette liée au Covid. Mais, à côté de ça, on a un égoïsme mondial calamiteux, et également, à l'autre bout, un égoïsme des individus, tout aussi désastreux. Et le choix qui a été fait, parce que c'en est un finalement, à l'insu de notre plein gré, de s'en remettre au marché pour s'en sortir, il est mortifère. Il a certainement engendré des centaines de milliers de morts qui auraient pu être évitées. On aurait pu faire le vaccin plus rapidement, et surtout on aurait pu le diffuser à vitesse grand V sur l'ensemble de la planète. Voilà. Qu'est-ce qui empêche au fond, qu'est-ce qui empêche les labos de coopérer entre eux? Ils auraient peut-être gagné moins d'argent, mais ils auraient... Enfin, ça aurait été tout à leur bien. Vous accusez l'informatique de nous asservir. En quoi l'informatique nous asservit-il? Oui, alors l'informatique, c'est pareil. Hein. C'est peut-être d'ailleurs la mère de tous les problèmes. Parce que, à mon avis, depuis longtemps, il devrait être démocratisé. Ça devrait être quelque chose de très facile à utiliser. Or, ce n'est quand même pas le cas. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on vit toujours avec le bricolage qu'a réalisé dans un garage, je ne sais où, quelques gauchos talentueux qui ont mis au point des outils qui nous servent encore aujourd'hui, tout simplement parce que, comme ils étaient très forts sur le plan commercial, ils ont évidemment, et avec le développement effréné d'Internet, ils ont éliminé toute concurrence alors qu'on aurait pu avoir des outils, j'en suis absolument convaincu, des outils beaucoup plus agréables, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus adaptés aux différents usages. Voilà. Pour moi, l'informatique, ça doit être un serviteur fidèle, vraiment, à la botte. C'est pas le cas. C'est l'informatique qui nous dresse au lieu que ce soit nous qui le dressions. J'en ai beaucoup après ça. Et donc, nous perdons énormément de temps au détriment de notre créativité à vérifier nos ordinateurs. Ou dans la résolution de toutes les devinettes qui nous tendent sans cesse. Imaginez que si ça avait été la même chose pour l'écriture, si nous avions passé la moitié de notre temps à rabibocher, à rafistoler nos stylos et nos crayons. Et la cause de tout ça, je crois vraiment, c'est que l'informatique a été appropriée par le privé, et le privé par nature. C'est pas qu'il est bon ou mauvais, c'est sa nature. Le privé cherche évidemment des rentes, des niches à exploiter le plus longtemps possible.
Vous dites que la connerie est triomphante. En quoi est-elle triomphante et pourquoi la connerie est-elle, selon vous, triomphante? Alors là je vais passer rapidement parce que je dresse une liste interminable de la connerie actuelle. Bon, il y a une panne, c'est l'antisémitisme, à qui je consacre un chapitre, bon, qui à mon avis n'a jamais été aussi en forme. On disait à la veille de la guerre de 40 qui n'était pas antisémite. Je crois qu'on peut dire la même chose aujourd'hui. Bon, cette connerie, cette incohérence, cette irrationalité, on a l'impression qu'elle part du haut, c'est-à-dire de la gouvernance mondiale, pour déteindre finalement sur les individus eux-mêmes. C'est les néofascistes qui maintenant tiennent la dragée haute et essayent de conquérir le champ des idées entre guillemets bien sûr. Et nos intellectuels, outre le fait qu'ils ne cessent de défiler chez Zemmour, eh bien, ils sont tellement tétanisés, ils sont tellement culpabilisés par les différents réseaux gauchistes, j'appelle ça les islamo-écolo-gauchistes, c'est un terme comme un autre, qui n'osent même plus s'attaquer aux vrais sujets, aux vrais problèmes. Et que pouvons-nous faire alors? Moi je pense que la chose principale, c'est de se reprendre en main. C'est-à-dire de s'attaquer justement aux vraies questions. Non, c'est des questions toutes bêtes. La question de l'aide sociale. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Est-ce que, alors, bien entendu, l'aide sociale, elle étouffe nos finances, mais surtout, elle crée un sentiment intolérable d'injustice dans la société. C'est une rente comme une autre. C'est aussi intolérable, si vous voulez, que les milliardaires du net, les profiteurs de l'aide sociale. Et donc, il faut se pencher sur la question de reconnaître finalement les vrais demandeurs, des profiteurs. Ensuite, je pense qu'il faut passer d'art à un nouveau modèle d'intégration et de mixité. Nous sommes dans une société un peu à la Jules Ferry. Nous sommes dans une société complètement paumée, multiculturelle comme jamais, et dominée par la consommation. Passage à l'hydrogène, je l'ai déjà dit, c'est absolument essentiel, c'est la seule possibilité de ne pas aller dans le mur. Il faut une gouvernance mondiale pour l'imposer, qui d'ailleurs de ce fait se rendrait crédible aux yeux du reste du monde. Ensuite, je crois qu'il faut faire un sort à cette fascination pour l'idéologie libérale, qui certes est un outil, parfois très utile, mais ne doit jamais cesser d'être un outil. Et enfin, je crois qu'il faut que nous retrouvions le désir de réforme, le désir de lutte contre les rentes, parce que finalement, les rentes actuelles sont devenues insupportables. Non seulement elles plongent dans une société dans l'inefficacité, mais surtout, elles minent finalement notre cohésion sociétale.